Bonjour à tous, ici Noctis-sama, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la review du chapitre 198 de Jujutsu Kaisen. Un chapitre qui viendra a priori finir le combat contre Naiwa et dans lequel on aura la confirmation que Maki a finalement atteint le niveau de Toji. Alors que ce soit l'extension de territoire du fléau, véritable reflet de sa persévérance, la contre-attaque de Maki qui viendra conclure le combat, ou encore la confirmation des capacités acquises par Maki grâce au sacrifice de Mei, je vous propose d'explorer les éléments qui nous sont donnés cette semaine. Mais avant de débuter, comme d'habitude, si vous découvrez la chaîne via cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochains contenus. C'est un petit moment que j'avais pas tourné de review et cette fois-ci je pense pouvoir continuer. Également, la chaîne dispose d'un serveur Discord. Alors la communauté Jujutsu Kaisen n'est pas encore présente, mais n'hésitez pas à le rejoindre afin de venir la consolider. Bref, ceci étant dit, je vous propose d'explorer les éléments qui nous sont donnés dans ce tout nouveau chapitre. Le chapitre 198 débute avec l'extension de territoire de Naiwa, juste après que ce dernier ait pratiquement été défait par l'attaque combinée de nos combattants, nous prouvant une nouvelle fois que la haine et la fierté qu'il éprouve vis-à-vis de Maki est grande, très grande. En effet, c'est en puisant dans ses limites, comme l'avait fait Mahito lors de son combat contre Kento et Yuji, que ce dernier déploiera alors son extension de territoire nommée Palais lunaire de l'utérus maudit temporel. Un territoire qui semble un petit peu s'inspirer des règles de sa technique de découpage de 24 images en une seconde. Et cela, on va le comprendre avec Daito et Mio, respectivement connus pour leurs cris Sumo et Katana. En effet, alors que la première attaque de Naiwa sur les deux combattants semblera dans un premier temps ne pas avoir d'effet, c'est lorsque Daito et Mio tenteront de passer à l'attaque qu'ils seront immédiatement stoppés par le sort du fléau. Ainsi, on comprendra que le pouvoir du territoire de Naiwa aura pour effet d'imposer une contrainte à toutes les personnes qu'il touche avec ses attaques, celle de devoir bouger comme il le fait, sous peine d'être paralysé pendant une seconde. Une technique qui touche toutes les cellules de sa cible, la rendant hyper précise et très difficile à contrer, puisqu'un simple mouvement ne calquant pas avec ceux de Naiwa aura pour conséquence d'activer le sort. Ainsi, c'est grâce à cette technique que nos combattants se retrouveront piégés dans une situation critique, avec un Mio qui s'écroulera au sol et un Daito qui tentera d'attaquer le fléau, mais qui se fera instantanément trancher les bras. Cependant, bien que les deux combattants se retrouvent à la merci de Naiwa, la personne qui l'intéresse ne se trouve pas en face de lui, ce qui va donner le tournant de ce chapitre. Et c'est d'ailleurs sur cette parole que je vous propose d'enchaîner assez rapidement sur la seconde partie, celle de la contre-attaque de Maki. Alors que Naiwa s'interroge sur la localisation de Maki, ce dernier sera très rapidement perturbé par le fait qu'il ne peut pas la localiser au sein de son territoire. En effet, bien que cette dernière ne possède pas d'énergie occulte et donc ne peut pas être localisée, ce dernier va penser que grâce à l'effet de son territoire, il a la capacité de pouvoir le faire. Et le chapitre va lui faire comprendre que sa croyance est très incomplète. En effet, bien que Naiwa pensait que l'extension de son territoire lui permettrait de prendre l'avantage sur Maki, le fait que cette dernière ne possède pas d'énergie occulte lui permet d'échapper à tout ce qui fait la particularité de ce type de rideau. C'est quelque chose qu'on aurait pu deviner quelques chapitres auparavant, lorsque Momo avait précisé que Maki pouvait traverser la barrière de Kenjaku à son bon vouloir, une capacité qui se révèle être un atout pour nos héros et encore plus lors de son combat contre le fléau. Ainsi, il nous est précisé qu'une extension de territoire est semblable à un bâtiment pour l'exorciste au serment inné, un petit peu à l'image de celui qui avait été déployé par Megumi lors de son combat contre les Istar. Lors de ce chapitre, il nous avait été précisé qu'aucun sort n'était appliqué à cette barrière qualifiée d'incomplète, ce qui rendait les territoires simples ou paniers du vide inefficaces et ce qui expliquera comment Maki parviendra à prendre de vitesse l'attaque de Naiwa afin de lui porter le coup de grâce. Et encore une fois, cela explique pourquoi la condition imposée par la barrière de Kenjaku ne s'applique pas à l'exorciste. D'ailleurs, les explications de ce chapitre pourraient nous expliquer que les Istar auraient pu à tout moment quitter le territoire incomplet de Megumi car ce dernier prenait pour fondation un objet physique. Ainsi, pour que Maki soit localisable dans le territoire de Naiwa, il aurait fallu que cette dernière décide d'y rentrer volontairement ou qu'elle accepte directement d'y être enfermée, peut-être en s'imposant une condition, ce qui aurait pu avoir un impact positif sur ses capacités. C'est donc grâce à son absence d'énergie occulte que la jeune femme peut se déplacer incognito dans le territoire de Naiwa, entrer et sortir comme elle le veut, et le surprendre avec un coup de lame et en finir avec lui. Une action qui lui permettra de confirmer son statut de nouveau Toji. Bref, ceci étant dit, il est donc temps de passer à la troisième partie, celle consacrée à cet élément, donc au nouveau Toji. Alors que le chapitre 197 semblait nous montrer l'évolution de Maki qui semblait enfin égaler les capacités de Toji, le chapitre 198 va nous en offrir la confirmation, notamment lors du combat contre Naiwa, et surtout en fin de chapitre. En effet, pour en revenir à l'arme utilisée par Maki lors de son combat contre le fléau, le chapitre nous donne plus de précisions sur cette dernière capable de trancher toute chose et même de couper l'âme elle-même.
Dans un court passage, c'est ce qui nous est expliqué, mais ce qui est précisé, c'est que pour pouvoir être utilisé pleinement, son utilisateur doit être capable de pouvoir voir toute chose. Ainsi, c'est lors de son combat, ou plutôt son entraînement contre Mio, que la jeune femme nous a confirmé qu'elle possédait maintenant la capacité qui lui manquait, celle qu'elle percevait en voyant Daito combattre, celle lui permettant de pouvoir reprendre le combat avec une puissance jamais vue pour le personnage. Ainsi, c'est bien en étant parvenu à atteindre la liberté, mais également grâce au sacrifice de Mei, que Maki a pu égaler le niveau de Toji, un être d'exception qui est presque parvenu à défaire Gojo. Le chapitre remet donc en avant Mei et ses divers sacrifices qui ont permis à sa sœur d'atteindre cette belle puissance. En effet, alors que nous étions parfaitement au courant du sacrifice de Mei qui avait permis à Maki d'atteindre enfin sa pleine puissance, c'est encore elle, au moment de sa mort, qui lui a confié la lame de la libération de l'âme, une réplique de l'arme qui semble être utilisée par Toji autrefois et qui semble être réalisée sur mesure pour elle, et nous faisant comprendre pourquoi Daito la maîtrisait aussi bien. Ainsi, c'est dans une ultime rencontre que Mei passe un ultime message à sa sœur, celui qui consiste à lui montrer qu'elle est désormais en capacité de pouvoir détruire toute chose, celui qui lui montre qu'elle peut désormais s'affranchir de l'étiquette de faible qui lui était collée par le clan Zenin, celui qui consiste à lui montrer qu'elle possède désormais la véritable liberté. Ainsi, c'est de manière poétique que Maki, en cette fin de chapitre, parvient à éliminer la personne qui cherchait constamment à la rabaisser, le dernier obstacle de la famille Zenin, dans un combat remporté avec brio, lui permettant d'acquérir également le statut de nouveau Toji. Ici, on observe donc un parallèle avec les deux personnages qui se sont affranchis de leur ancien clan, même si je pense que leurs objectifs seront complètement différents. Ainsi, on peut parler de renaissance, ou plutôt de naissance de la déesse de la guerre, un exorciste qui s'approche de plus en plus du niveau de Gojo. Et maintenant que le combat contre Naiwa est terminé, le prochain chapitre devrait nous offrir une transition vers une prochaine arène, et peut-être bien que nous retrouverons Yuji et Megumi. Et j'avoue que j'ai plutôt hâte, puisque la dernière fois que nous avons vu Megumi, c'était lorsque ce dernier s'était écroulé au sol et que l'ange semblait apparaître. Bref, vous l'aurez compris, mais c'est que du palpitant qui nous attend. Les amis, on arrive donc au terme de cette review. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter afin de faire part de votre avis et de vos théories sur la suite de l'œuvre. Alors comme vous avez pu le voir, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de review du Jujutsu Kaisen, mais maintenant je devrais être en mesure de pouvoir les poursuivre. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne car je serai cette fois-ci fidèle au rendez-vous. D'ailleurs, je vais me remettre à la préparation de certaines vidéos spécifiques. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la chaîne va peu à peu continuer à intégrer des vidéos sur Jujutsu Kaisen. Bref, ceci étant dit, et en attendant, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à très bientôt.